En 2045, ils seront 7 millions de diabétiques en France selon les projections de l'assurance maladie. Une maladie en augmentation, elle est liée à notre mode d'alimentation trop sucré, trop transformé. On la détecte mieux aussi et on la traite de mieux en mieux avec notamment ce qu'on appelle les pancréas artificiels. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour professeur Denis Racah. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut européen du diabète à l'Hôpital Européen de Marseille. Alors est-ce que vous pouvez déjà rappeler avec des mots simples si possible ce qu'est le diabète ? Il y en a deux types. Alors le diabète, c'est une hyperglycémie à jeun chronique, c'est-à-dire que vous avez un taux de sucre dans le sang, un taux de glucose dans le sang qui est trop élevé et qui est au-dessus de 1,26 grammes par litre en permanence. Vous voyez, c'est une définition très simple, c'est une définition biologique. Quand vous êtes au-dessus de 1,26 grammes par litre de glycémie à jeun, repéré à 2 reprises, eh bien c'est la définition du diabète. Et vous avez raison, il y a 2 grands types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qu'on appelait avant insulinodépendant, parce que le seul traitement possible, c'était le traitement par insuline. C'est un diabète qui touche plutôt un adolescent, vous voyez, une personne plutôt jeune, puisque l'âge moyen de survenue est autour de 17 ans. Et ce sont des gens qui ont une maladie souvent auto-immune, c'est-à-dire ils fabriquent eux-mêmes des anticorps contre leur propre organisme, et ces anticorps touchent ce qu'on appelle la cellule bêta du pancréas. C'est la seule cellule capable d'exprimer le gène de l'insuline, c'est-à-dire la seule cellule capable de fabriquer l'insuline. Et malheureusement, ces anticorps se fixent sur cette cellule et la détruisent. Donc vous avez une maladie qui aboutit à la destruction quasiment totale du seul type de cellule qui est capable de fabriquer l'insuline, et vous devenez donc insulinodépendant. Pourquoi ? Parce que l'insuline, c'est la seule hormone de l'organisme capable de faire baisser le taux de sucre dans le sang. C'est la seule. Donc vous voyez, un seul type de cellule capable de fabriquer la seule hormone capable de faire baisser le taux de glycémie dans le sang. Donc vous avez le diabète de type 1 que je viens de décrire, c'est le moins fréquent. On estime qu'en France, il y a actuellement entre 150 000 et 200 000 personnes atteintes et porteuses de diabète de type 1. Et vous avez le diabète de type 2 qui représente la grande majorité des patients diabétiques, puisque c'est pratiquement 90% de ces diabètes, et là, ça touche plutôt une personne d'âge plus mûr, après la quarantaine, et c'est très souvent associé au surpoids, à l'obésité et à la sédentarité, c'est-à-dire des gens qui ont comme une maladie de surcharge, si vous voulez, où ils ont un excès de graisse, en particulier la graisse abdominale, et ce sont des gens qui ont une sédentarité qui n'ont pas d'activité physique assez régulière. Donc, ça, le terrain du diabète de type 2, c'est ce que je viens de vous dire, le surpoids, l'obésité et la sédentarité, mais il y a aussi des facteurs génétiques qui prédisposent ces gens-là au diabète de type 2, et donc ça, nous avons à peu près actuellement, car vous avez donné les chiffres dans l'extrapolation que nous en faisons en 2045, mais actuellement, nous estimons à environ 4 à 5 millions de patients diabétiques en France, dont la grande majorité sont les diabétiques de type 2. Alors avant le repère, on parlait d'hémoglobine glyquée pour surveiller l'évolution du diabète chez un patient. Aujourd'hui, ce critère-là n'est plus la priorité. On va parler de temps dans la cible. Alors pouvez-vous nous expliquer à quoi ça correspond exactement ? Oui, bien sûr. Alors, l'hémoglobine glyquée, le paramètre dont vous parlez, c'était un marqueur de qualité du contrôle du diabète. On pouvait se rendre compte grâce au dosage de ce paramètre si le diabète était bien équilibré ou moins bien équilibré, et tout ça
en relation avec le risque de complication du diabète. Parce que quand on parle d'équilibre du diabète, d'équilibre glycémique, quel que soit d'ailleurs le critère que l'on va utiliser, mais c'est pour éviter le risque de complication du diabète. Vous comprenez, on ne traite pas juste un chiffre, on traite un risque que ces patients diabétiques, s'ils ne sont pas bien équilibrés, ont d'avoir des complications. Alors l'hémoglobine glyquée, c'était un dosage que l'on pouvait faire soit dans le sang, soit avec un test au bout du doigt, pour mesurer la moyenne des glycémies sur les 3 derniers mois. Donc quand vous faisiez une prise de sang et que vous dosiez le taux d'hémoglobine glyquée, il était corrélé à la moyenne de toutes vos glycémies sur les 3 derniers mois, et en général, l'objectif était de 7%. On estimait que 7% était le témoin d'un bon équilibre glycémique. Ça représentait une moyenne de glycémie sur les 3 derniers mois autour de 1,50 grammes par litre. Maintenant, nous avons un autre marqueur d'appréciation de la qualité du contrôle glycémique. Ce sont des gens qui portent un capteur de glucose. Donc vous êtes obligé, pour avoir le temps passé dans la cible que vous évoquiez dans votre question, vous êtes obligé d'avoir un capteur de glucose qui enregistre en permanence votre taux de glycémie, votre taux de glucose, et qui vous donne, avec un paramètre, le pourcentage de temps que vous avez dans une cible que le médecin a définie. En général, la cible, c'est entre 0,70 grammes par litre et 1,80 grammes par litre. Et le temps passé dans la cible témoigne quand même peut-être encore mieux que l'hémoglobine glyquée, qui était un peu grossier, si vous voulez, ça faisait une grande moyenne comme ça, mais on ne savait pas très bien comment autour de cette moyenne, comment le patient était. Il pouvait être en hypo, en hyperglycémie, alors que là, le temps passé dans la cible, entre 0,70 et 1,80 g, lorsqu'il est au-dessus de 70%, grâce au capteur de glucose, vous pouvez estimer que le patient est bien équilibré. Il y a d'ailleurs une corrélation qui est en train de se développer entre le temps passé dans la cible et l'hémoglobine glyquée. Donc vous voyez que maintenant, le temps passé dans la cible dont on dispose pour les patients qui sont porteurs d'un capteur de glucose, ils n'ont pas tous un capteur de glucose, mais pour les gens qui bénéficient d'un capteur de glucose, avec un accès en temps réel à leur glycémie, vous pouvez avoir le temps passé dans la cible qui doit être au-dessus de 70% de temps. Alors, il existe aujourd'hui des pancréas artificiels ou systèmes en boucle fermée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Ça, c'est une très grande avancée et ça peut vraiment changer la vie des diabétiques de type 1 pour l'instant, car quand vous parlez de pancréas artificiel ou de cellules bêta artificielles, la fameuse cellule dont je vous expliquais le rôle au tout début de l'interview, c'est vrai que ces cellules bêta artificielles, ces pancréas artificiels vont certainement bouleverser la qualité de vie et la qualité du contrôle glycémique des patients diabétiques de type 1 qui ne fabriquent plus d'insuline, comme je vous l'ai expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va leur proposer ? On va leur proposer de mettre ce fameux capteur de glucose, un petit dispositif qui enregistre en permanence leur taux de glucose sous la peau, qui est bien corrélé au taux de glucose dans le sang. Et on va le connecter avec une pompe à insuline, donc un petit boîtier que les gens portent aussi en permanence et qui permet l'infusion d'insuline. Et au lieu que ce soit le patient qui réfléchisse... C'est pas injection, pourquoi ce terme-là? C'est en voie, la pompe à insuline donne de l'insuline par voie sous-cutanée, donc c'est toujours une voie qui n'est pas la voie orale. Vous êtes obligé d'apporter l'insuline par une autre voie que la voie orale, et là, c'est juste sous la peau. Vous voyez, le cathéter est juste sous la peau, et l'infusion de l'insuline se fait en continu, pratiquement, sous la peau. Donc vous avez des injections d'insuline en continu toute la journée, jour et nuit, et au moment des repas, vous avez ce qu'on appelle un bolus d'insuline, c'est-à-dire que vous devez compenser l'apport en sucre des repas. La glycémie va donc monter et vous devez avoir une injection d'insuline un peu plus conséquente au moment des repas. Eh bien, tout ce mécanisme, que ce soit l'insuline continue, qui s'appelle le débit de base pour la nuit, par exemple, et que ce soit le bolus pour les repas,
on a maintenant un système automatisé, ce qu'on appelle en boucle fermée, c'est-à-dire que le capteur de glucose est en connexion permanente avec la pompe à insuline, et au lieu que ce soit le patient qui réfléchisse pour savoir quelle dose d'insuline il doit s'administrer en fonction de ce qu'il va manger, en fonction de tous ses modes de vie, de toutes les situations de vie, une activité physique, un repos, même les émotions, vous voyez, même les émotions, eh bien, tout ça sera quand même automatiquement analysé et il y aura un contrôle de la pompe automatique par une intelligence artificielle qui est située entre le capteur de glucose et la pompe. Souvent, on met ces logiciels, cette intelligence artificielle, dans un smartphone. Ils peuvent être soit dans un smartphone, soit dans la pompe elle-même. Il y a différents dispositifs actuellement que nous testons. Et c'est ça, donc, la cellule bêta artificielle. C'est exactement ce qu'une cellule bêta qui fonctionnerait normalement ferait. Elle analyse le taux de glycémie et elle donne la dose d'insuline appropriée et proportionnelle à ce qu'il faut pour maintenir la glycémie toujours normale et constante, celle-ci étant autour de 1 gramme par litre. Normalement, la glycémie normale doit constamment être autour de 1 gramme par litre. Mais pour l'instant, les patients ont encore une action sur ce dispositif ? Absolument. Alors, si vous voulez, ces systèmes sont de plus en plus automatisés. C'est pour ça qu'on appelle ça boucle fermée. Mais en réalité, si on voulait utiliser un mot un peu plus approprié, on parlerait de boucles semi-fermées. Vous voyez, on les appelle boucles hybrides et semi-fermées. Pourquoi ? Parce que les fameux logiciels dont je vous ai parlé, cette intelligence artificielle qui connecte le message glycémie au débit d'insuline, ne sont pas encore tout à fait parfaits dans certaines situations. C'est surtout les repas. Vous voyez, quand les repas sont un peu anarchiques, imprévus, un peu plus riches, le patient peut reprendre la main parce que des fois l'intelligence artificielle n'est pas capable d'anticiper les montées de glycémie et de commander à la pompe d'accélérer ses débits. Lors d'activités physiques aussi imprévues et intensives, des fois cette intelligence artificielle n'est pas non plus encore capable à l'heure actuelle, car nous attendons quand même des progrès, mais en tout cas à l'heure actuelle, le patient doit reprendre la main selon ses situations de vie pour rester bien équilibré, arrêter le système en automatique et reprendre la main pour lui-même décider de la dose d'insuline appropriée à s'administrer. Mais donc l'évolution, ce serait plutôt vers une automatisation Absolument. complète. Nous attendons tous, bien sûr les patients en premier, et nous les diabétologues, au fait que ces intelligences artificielles, tous ces algorithmes que l'on met dans les smartphones soient de plus en plus performants et surtout anticipatoires. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement de glycémie qui se fait parce que vous mangez ou plutôt voir à la baisse quand vous faites une activité physique, qu'il y ait la finesse de ces algorithmes qui anticipent tellement le profil de tendance glycémique qu'il arrive à commander la pompe dans le bon sens, soit dans un sens d'augmentation du débit, soit dans un sens de diminution du débit, afin de maintenir toujours la glycémie normale. Et ces algorithmes, c'est aux mains de mathématiciens du monde entier. Sachez que dans le monde entier, les plus gros laboratoires de mathématiques travaillent sur les algorithmes de la cellule bêta artificielle, de ce qu'on appelle la boucle fermée. Et je reconnais que nous qui avons testé plusieurs prototypes et plusieurs dispositifs depuis des années de boucle fermée, nous sentons bien l'amélioration des algorithmes, puisque de plus en plus, nous avons l'impression que les patients sont de plus en plus libérés de ce qu'ils doivent faire eux comme décision, si vous voulez, et que c'est l'algorithme qui prend en main même des situations qui paraissaient plus délicates auparavant. Nous sentons des progrès de dispositif en dispositif récemment. Et les progrès sont bien sûr liés au matériel, les capteurs, la pompe qui sont de plus en plus miniaturisés et autres, mais c'est surtout l'algorithme. Vous comprenez que c'est essentiel. Ce qui va faire vraiment la différence entre une boucle semi-fermée et une boucle fermée, c'est-à-dire où vraiment vous branchez le patient et il va rester à une glycémie de 1 gramme, quelle que soit sa situation de vie, eh bien c'est aux mains de tous les plus gros laboratoires de mathématiques dans le monde. Les diabétiques de type 2, vous le disiez, n'ont pas le droit à ce type de système. À quoi est-ce qu'ils ont droit, justement ?
Alors, les diabétiques du type 2 n'ont pas le droit à ce genre de système, sauf quand ils deviennent eux-mêmes insulino-requérants. Alors, le diabète de type 2, comme je vous ai dit, est complètement différent du diabète de type 1, mais dans son histoire naturelle, vous allez avoir quand même, dans le diabète de type 2, une dégradation progressive de la sécrétion d'insuline. Ce n'est pas du tout le même phénomène que cette maladie auto-immune du diabète de type 1. C'est un phénomène beaucoup plus progressif qui dure des années, et vous pouvez avoir des diabétiques de type 2 qui, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans d'évolution de leur diabète, arrivent pratiquement à un tarissement complet de leur sécrétion d'insuline. C'est tout à fait possible dans l'histoire naturelle du diabète de type 2, et vous comprenez que si le patient ne fabrique plus d'insuline, il peut ressembler au diabétique de type 1 en termes de sécrétion d'insuline, et on pourrait lui proposer soit un traitement par pompe à insuline, soit même, pourquoi pas, une boucle fermée avec le capteur connecté. Et donc, je vous dis, ce n'est pas forcément interdit complètement aux diabétiques de type 2. Je pense même que c'est un traitement qui peut être proposé aux diabétiques de type 2 très évolués, avec une sécrétion d'insuline quasiment nulle au bout d'un certain nombre d'années d'évolution. Ça, c'est pour vraiment les diabètes de type 2 qu'on appelle insulino-requérants complets. Maintenant, pour les traitements du diabète de type 2, il y a aussi des progrès, car vous avez des traitements qui sont soit par cachet, soit par injection, qui à la fois permettent aux patients d'être mieux équilibrés sur le plan de la glycémie, mais d'être protégés en termes de risque cardiovasculaire et rénal, et surtout leur permettre de perdre du poids. Il y a maintenant toute une série de molécules, si vous voulez, qui se font par voie injectable et qui sont très prometteuses dans le diabète de type 2 parce qu'elles assurent effectivement le contrôle de la glycémie, une protection cardiovasculaire et une perte de poids par le biais de l'appétit et de la satiété. Donc aussi une limitation des séquelles que peut entraîner le diabète, parce que le diabète, c'est aussi une maladie qui provoque d'autres maladies ou d'autres conséquences sur le corps. Absolument. Alors, en fait, nous, on appelle ça les complications du diabète. Mais sachez que les complications du diabète n'interviennent qu'après une longue période de déséquilibre. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup en diabétologie d'équilibre glycémique, car on sait que si nous l'obtenons, nous prévenons le risque de complications. Nous avons heureusement des patients qui ont 30 ans, 40 ans d'évolution du diabète et qui n'ont pas de complications, car ils ont été bien équilibrés depuis leur début de prise en charge. Maintenant, quand malheureusement ce n'est pas le cas, quand vous avez eu des périodes de déséquilibre assez longues, oui, vous pouvez avoir des complications. C'est pas forcément des séquelles, mais c'est des complications du diabète. Certains tissus sont sensibles à l'hyperglycémie chronique. C'est la rétine de l'œil, le glomérule du rein, le tissu nerveux périphérique et les artères aussi, car vous pouvez avoir des dépôts qui rétrécissent la lumière des artères et peuvent provoquer ce qu'on appelle des accidents cardiovasculaires. Et voyez donc, tout le but de la prise en charge d'un patient diabétique, c'est de bien l'équilibrer pour éviter tout ce cortège de complications possibles. Et le plus tôt possible, j'imagine. Est-ce que justement les enfants ou les jeunes peuvent avoir accès à un pancréas artificiel ? Alors, quand vous avez un diabète à un âge très jeune, c'est très souvent le diabète de type 1, oui. Car comme je vous ai dit, le diabète, alors il y a toujours des exceptions à la règle en médecine, mais globalement dans les formes communes, le diabète de l'enfant, si vous voulez, ou du jeune adolescent, c'est le diabète de type 1. Donc oui, bien entendu, un diabétique de type 1, et je crois au-dessus de 7 ans maintenant, peut bénéficier d'une boucle fermée, donc d'une cellule bêta artificielle. Ça ne concerne pas les femmes qui ont un diabète gestationnel. On n'a pas forcément parlé de ce diabète-là qui est particulier, qui est pendant la durée de la grossesse. Absolument. Est-ce que quand même, parfois, ça arrive qu'il y ait besoin d'avoir un dispositif un peu complexe comme celui-ci ? Alors absolument, vous faites bien de dire que le diabète gestationnel, par définition, c'est un diabète qui n'apparaît que lors de la grossesse et qui disparaît après l'accouchement. Donc c'est une entité bien particulière de diabète. Et effectivement, il est important de bien équilibrer la glycémie chez une patiente qui présente un diabète gestationnel parce que ça peut provoquer des complications à la fois chez elle mais aussi fétales. En particulier un bébé trop gros avec des risques obstétricaux lorsque le bébé est trop gros à cause de cela. Donc oui, effectivement, il y a une prise en charge spécifique du diabète gestationnel parce que quand on est diabétique gestationnel, on ne peut pas utiliser par exemple des cachets, ils sont contre-indiqués lors d'une grossesse. On est toujours obligé de recourir soit
à un encadrement diététique qui parfois suffit tout seul, soit au traitement par insuline, et le traitement par insuline peut s'administrer soit par des injections classiques, soit par une pompe à insuline. On en a aussi peu parlé, mais quels sont les avantages aussi concrets par rapport aux anciens traitements avec les pompes à insuline, les pancréas artificiels, par rapport aux anciens traitements où là, il fallait se piquer plusieurs fois par jour? Écoutez, je pense que le résultat le plus parlant, lorsqu'on propose à un patient diabétique de type 1 de le passer, entre guillemets, comme on dit, à la pompe à insuline, et donc quand on compare par rapport à des protocoles par multi-injection, parce que ce sont des patients qui se font 4 voire 5 injections par jour, eh bien, c'est déjà le fait qu'il y a une qualité de vie, un confort de vie qui est quand même décrit par la grande majorité des patients qui, au lieu de se faire 4 ou 5 piqûres par jour, ne se changent le cathéter qu'une fois tous les 3 jours, voire même avec certains dispositifs tous les 7 jours. Et vous comprenez que c'est quand même un confort de vie d'avoir une diminution drastique du nombre de piqûres, d'injections. Et l'autre avantage qui est purement là sur le plan de l'équilibre glycémique, quand vous comparez une pompe à insuline par rapport à des multi-injections, vous améliorez énormément la stabilité du diabète. Vous voyez, pas forcément la moyenne, mais la stabilité du diabète, c'est-à-dire l'alternance hypo-hyper qui gêne beaucoup le quotidien des patients, est très nettement améliorée par l'administration d'insuline au moyen d'une pompe à insuline. Et donc, le fait d'avoir moins d'hypo, moins d'hyper, d'avoir une glycémie plus stable, améliore énormément la qualité de vie. Les gens se sentent moins fatigués, ils ont vraiment un impact sur leur quotidien. Voilà, moi je dirais que c'est vraiment la qualité de vie et la stabilité du diabète avec une mention spéciale sur le risque hypoglycémique. On n'en parle pas souvent, mais le traitement par insuline, lorsqu'il n'est pas très bien adapté ou approprié, donne des risques d'hypoglycémie qui sont très spectaculaires parce que ça gêne énormément les patients. Ils ont besoin de se resucrer, ils ressentent un malaise beaucoup plus que lorsqu'ils sont en hyperglycémie. Et donc, le fait de diminuer ce risque hypoglycémique sous pompe, je trouve, est un avantage métabolique extrêmement significatif. Merci beaucoup, professeur Denis Racah. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut européen du diabète à l'hôpital européen de Marseille. Merci d'avoir été présent à notre antenne. Merci aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.